Un premier jour inattendu. Imaginez la scène. Une cantine de lycée bondée, des centaines d'yeux d'adolescents rivés sur elle. Et au centre, une nouvelle professeure, sa blouse déchirée, des condiments dégoulinant sur ses épaules. Les garçons fortunés, auteurs de l'agression, rient, s'attendant à la voir s'enfuir en pleurant. Mais au lieu de cela, elle fait quelque chose qui sera rejoué sur le téléphone de chaque élève pendant des semaines, quelque chose qui ébranlera le système scolaire tout entier jusqu'à ses fondations. Ce qui s'est passé ensuite n'était pas seulement de la légitime défense, c'était le début d'une révolution qui allait révéler la corruption, mettre fin à des années de souffrance silencieuse et transformer un morceau de vêtement déchiré en le symbole le plus puissant que ce lycée ait jamais connu. Voici l'histoire de la façon dont le refus d'une femme de céder a tout changé. Le soleil matinal perçait la brume industrielle qui planait sur les quartiers résidentiels de Bellevue, projetant de longues ombres sur la façade de briques patinées du lycée Gabriel Fauré. À l'intérieur de ces murs, le pouvoir n'appartenait ni au proviseur ni au professeur. Il appartenait à l'argent, à l'influence et à la peur. Diane Mercier se tenait devant la salle 203, sa sacoche en cuir lourde des plans de cours qu'elle avait passé des semaines à perfectionner. Ses boucles brunes étaient tirées en un chignon professionnel et elle avait choisi son blazer bleu marine préféré pour ce moment. Après des années à enseigner dans des établissements défavorisés en province, elle avait espéré que le lycée Gabriel Fauré serait différent. L'offre d'emploi promettait un engagement envers l'excellence et l'équité. Ce qu'elle n'avait pas mentionné, c'était la hiérarchie invisible qui dirigeait l'école comme un royaume privé. Elle poussa la porte. La salle de classe fut immédiatement parcourue de chuchotements. Des rangées de bureaux remplis d'élèves de première qui l'avaient déjà jugée avant même qu'elle n'ait prononcé un mot. Dans le coin du fond, 3 garçons se prélassaient comme s'ils étaient chez eux. Celui du milieu, grand, blond, vêtu d'une coûteuse veste en cuir, était Damien Duval. Son père présidait le conseil d'administration du lycée. Tout le monde le savait, tout le monde le ressentait. « Bonjour à tous, je suis Madame Mercier, et je serai votre... » Une boule de papier froissé passa près de son oreille et rebondit sur le tableau blanc. Des rires parcoururent la pièce. Diane se baissa calmement, ramassa le papier et le lissa. C'était un dessin grossier, son visage esquissé sur quelque chose destiné à être humiliant. Elle le tint à la lumière comme si elle examinait une œuvre d'art dans une galerie. « Composition intéressante », dit-elle d'une voix égale. « Bien que les proportions méritent d'être travaillées, quelqu'un ici prend-il l'art au sérieux ?» Quelques élèves ricanèrent, mais Damien et ses amis, Lucas avec le tatouage au cou et Bruno avec son rictus permanent, échangèrent des regards. Ce n'était pas la réaction qu'ils avaient prévue. Pendant les 40 minutes suivantes, la bande de Damien essaya tout. Les fausses quintes de tout, des moqueries sur son accent, de la musique jouée sous leur bureau. Mais Diane continua d'enseigner, continua d'engager les élèves dans la discussion, continua d'écrire au tableau d'une main ferme. À mi-chemin du cours, Damien se leva sans demander la permission, sa chaise raclant bruyamment le linoléum. Il marcha droit vers le devant, la dominant de sa taille. « Écoutez, madame, au lycée Gabriel Fauré, c'est nous qui faisons la loi. Vous n'êtes que de passage. » Diane soutint son regard sans ciller. « Ce que je vois, c'est un jeune homme qui a peur que le respect signifie en réalité quelque chose de plus que l'intimidation. » La salle de classe devint silencieuse. Damien arracha son cahier d'appel du bureau. Diane en tint fermement un coin mais ne le tira pas en arrière. « Rends-le, Damien !» Il tira plus fort. Leurs regards se croisèrent. Toute la classe retint son souffle. Finalement, Damien le lâcha, le jetant sur le bureau avec un sourire narquois. « À la cantine, à midi, vous verrez à quoi ressemble un véritable accueil, ici. » Il regagna sa place d'un air décontracté, laissant Diane terminer l'appel comme si rien ne s'était passé. Au 3e rang, une petite fille nommée Léna observait, les yeux écarquillés. À côté d'elle,
Isaac, un adolescent dégingandé avec d'épaisses lunettes et un t-shirt du club de robotique, chuchota « Elle a peur ?» Léna secoua lentement la tête. « Je pense qu'elle est plus courageuse que n'importe qui d'autre que nous ayons eu ici. » Lorsque la sonnerie du déjeuner retentit, les couloirs se transformèrent en chaos. Les élèves se précipitèrent vers la cantine, l'air épais de l'odeur de pizza réchauffée et de produits d'entretien industriel. Diane entra, son plateau à la main, consciente que des dizaines d'yeux suivaient ses mouvements. Damien et sa bande avaient accaparé la table centrale, ce que les élèves appelaient le trône. Il était assis, bras croisés, l'observant avec une froide détermination. Diane choisit une place près des fenêtres et commença à manger tranquillement. Mais Damien n'avait aucune intention de laisser les choses en l'état. « Hé, la nouvelle prof !» Sa voix traversa le brouhaha de la cantine. « Bienvenue au lycée Gabriel Fauré. » Les têtes se tournèrent, des chuchotements se répandirent. Diane leva les yeux calmement. « Merci, Damien. Bon appétit. » Damien fit un signe à Lucas, qui attrapa son plateau et se faufila entre les tables. Avant que Diane ne puisse réagir, il avait déversé tout le contenu, ketchup, soda, frites, directement sur son épaule. La cantine explosa de rires et de halètements. Une épaisse sauce rouge imprégnait son blazer bleu marine, dégoulinant le long de sa manche. Diane posa sa fourchette, se leva lentement et se tourna pour faire face à Lucas. « Te sens-tu puissant maintenant ?» Sa voix était calme, mais portait dans le silence soudain. Lucas ne répondit pas. Il souriait, attendant des larmes, qu'elle s'enfuit. Au lieu de cela, Bruno s'élança et attrapa son blazer par le col. D'une violente secousse, le tissu se déchira. Le son résonna comme un coup de feu. La cantine devint totalement silencieuse. Diane resta là, sa blouse partiellement exposée, la sauce dégoulinante, le tissu déchiré pendant. Cela aurait dû être une humiliation complète, le moment qu'ils avaient planifié, le moment qui devait la faire partir. Mais Diane ne pleura pas, ne cria pas. D'un mouvement fluide, sa main se referma sur le poignet de Bruno, ses hanches pivotèrent. Et soudain, Bruno fut projeté en l'air, s'écrasant au sol avec un bruit sourd qui lui coupa le souffle. Lucas chargea instinctivement. Diane esquiva, redirigea son élan et le fit s'étaler sur le carrelage. Damien se leva d'un bond, furieux, et se jeta sur elle. Mais avant que ses mains ne puissent l'atteindre, Diane lui avait tordu le bras derrière le dos et l'avait guidé fermement mais avec maîtrise jusqu'à ses genoux. « Je ne suis pas venue ici pour me battre, » dit-elle clairement, sa voix portant à travers la cantine stupéfaite. « Mais je ne laisserai personne me faire du mal, ni à qui que ce soit d'autre dans ce lycée. Plus jamais. » Pendant 3 battements de cœur, personne ne bougea. Puis, quelqu'un commença à applaudir, hésitant, incertain. Léna, puis Isaac. Puis d'autres élèves se joignirent à eux jusqu'à ce que toute la cantine résonne d'applaudissements. Diane relâcha Damien qui se releva péniblement, le visage écarlate. Mais les rires qui accompagnaient habituellement chacun de ses gestes avaient disparu. Au lieu de cela, les élèves étaient debout, acclamant la professeure qui venait de tout changer. Damien balaya la pièce du regard, voyant son pouvoir s'effondrer en temps réel. Il força un rire. Mignon, mais ce n'est pas fini. Pendant ce temps, les téléphones étaient partout, enregistrant, téléchargeant, partageant. La vidéo deviendrait virale dans l'heure. Le soir, la prof contre les brutes s'était répandue sur toutes les plateformes sociales. De multiples angles montraient les mouvements précis de Diane, les visages choqués de la bande de Damien, l'ovation debout qui avait suivi. Les commentaires affluaient des 2 côtés. Enfin, quelqu'un leur a tenu tête. « Elle a agressé des élèves, renvoyez-la immédiatement !» Damien l'a bien cherché depuis des années. La salle des professeurs bourdonnait de débats chuchotés. Le téléphone du proviseur sonnait sans cesse. Et dans son bureau à domicile, Gérard Duval,
président du conseil d'administration du lycée et père de Damien, fixait son écran d'ordinateur avec une rage à peine contenue. Un courriel à l'inspecteur d'académie était déjà rédigé. Nous ne pouvons tolérer la violence de la part du personnel. Suspension immédiate exigée. Diane était assise dans son petit appartement près du lycée, son blazer déchiré étalé sur la table. Son téléphone vibrait sans cesse de messages, certains de soutien, d'autres menaçants. Elle rappela sa mère en province. « Ma chérie, ne les laisse pas te briser, » dit la voix de sa mère, calme et forte. La vérité finit toujours par éclater. Diane sourit, les larmes lui montant aux yeux. « Je sais, maman. Je n'abandonne pas. » Le lendemain matin, une réunion d'urgence fut convoquée. Diane fut mise à pied à titre conservatoire en attendant une enquête. Tandis qu'elle traversait les couloirs pour récupérer ses affaires, les élèves s'arrêtèrent pour la regarder. Certains semblaient compatissants. D'autres chuchotaient des accusations, mais Léna accourut, téléphone à la main. « Madame Mercier, il publie de fausses vidéos. On dirait que vous avez gravement blessé Damien. » Isaac apparut à ses côtés. « J'analyse les métadonnées. Je peux prouver qu'elles sont montées, mais j'ai besoin de temps. » Diane posa une main douce sur l'épaule de chacun d'eux. « Faites ce que vous croyez juste. Mais soyez prudents. C'est plus grand que moi maintenant. » Dans un sous-sol de l'autre côté de la ville, Damien faisait les 100 pas tandis que Lucas et Bruno étaient penchés sur un ordinateur portable. Ils montaient des séquences, assemblaient des images, ajoutaient des effets sonores. « Faites en sorte que ça paraisse pire, » ordonna Damien. « Si elle semble suffisamment dangereuse, ils n'auront pas d'autre choix que de la renvoyer. » Lucas hésita. « Et si on se fait prendre ?» Les yeux de Damien étaient froids. « Alors nous tomberons tous. » « Mais ça n'arrivera pas. Mon père contrôle le conseil. » En quelques heures, des extraits truqués apparurent en ligne. Les mouvements défensifs de Diane furent présentés comme brutaux. De faux cris furent ajoutés en post-production. Des comptes anonymes affirmèrent qu'elle avait été violente dans ses précédents établissements. La campagne de diffamation avait commencé. Une avocate du quartier, Patricia Dubois, vit la vidéo originale et reconnut immédiatement ce qui se passait. Elle contacta Diane, accompagnée d'un journaliste indépendant nommé Vincent Leroy. « Ils vont jouer salement, » dit Patricia, assise en face de Diane à la médiathèque municipale. « Mais nous pouvons riposter avec la vérité. Je vais déposer une ordonnance de conservation. Ils ne pourront pas supprimer les enregistrements de sécurité ou les courriels. » Vincent hocha la tête. « Je travaille déjà sur un article. La vraie histoire doit être révélée. » Au même moment, le professeur Martin, un ancien militaire qui enseignait l'EPS, réunit les élèves dans le gymnase. « Écoutez bien, » dit-il fermement. « Si Damien ou ses amis vous ont déjà intimidé, c'est le moment de parler. Le silence ne protège que les agresseurs. » Un jeune élève de seconde leva une main tremblante. « Ils m'ont fait leur verser de l'argent chaque semaine pendant 2 mois. » Une fille, les larmes aux yeux, ajouta « Ils ont menacé de répandre des mensonges sur moi en ligne si je ne faisais pas ce qu'ils voulaient. » Un par un, des voix émergèrent de ces années de silence. Damien observait de l'extérieur de la fenêtre du gymnase, la mâchoire serrée. Son téléphone affichait l'ordonnance de conservation qui venait d'être signifiée au lycée. Son père était furieux, les avocats s'affairaient et soudain, la donne avait changé. « Ça devait être facile, » marmonna Bruno. La voix de Damien était glaciale. « Alors, nous allons lui rendre la tâche plus difficile. Si elle ne part pas tranquillement, nous l'enterrerons si profondément qu'elle ne pourra plus jamais enseigner. » L'audience était prévue pour la semaine suivante. L'auditorium du lycée avait été transformé en salle d'audience improvisée, des chaises en bois en rangées soignées, des journalistes alignés le long des murs, des parents se pressant près des portes. Une banderole était suspendue au-dessus. Lycée Gabriel Fauré, transparence, équité, justice.
Mais tout le monde savait que la justice pouvait s'acheter. Diane entra vêtue d'une simple blouse blanche. Le blazer déchiré de ce jour-là était drapé sur son bras, réparé, soigneusement recousu, une déclaration silencieuse. Je ne cache pas mes blessures, je les transforme. Damien était assis au premier rang à côté de son père. La haine vacillait dans ses yeux, mélangée maintenant à quelque chose d'autre, l'incertitude. Le président de l'audience frappa son marteau. Nous sommes ici pour examiner la conduite de la professeure Diane Mercier concernant l'incident de la cantine. Gérard Duval se leva immédiatement, sa voix résonnant dans l'espace. Nous avons un adulte qui a utilisé la force physique contre des mineurs. Si nous n'agissons pas de manière décisive, ce lycée sombrera dans le chaos. Des applaudissements épars vinrent des parents alignés avec la famille Duval. Patricia Dubois se leva, son ton aussi tranchant que l'acier. Regardons la séquence complète, non éditée. L'écran s'illumina. La vidéo complète fut diffusée. Lucas déversant la nourriture, Bruno déchirant le tissu, Diane se défendant avec une précision contrôlée. Le son des élèves applaudissant emplit les haut-parleurs. La pièce devint silencieuse. « Ce n'était pas de la violence », poursuivit Patricia. « C'était de la légitime défense légale, et cette preuve complète n'a jamais été montrée publiquement jusqu'à présent. » Gérard ricana, soulevant un dossier. « Et ces plaintes ?» Des rapports de contact inappropriés avec des élèves. L'écran afficha une photo recadrée, Diane étreignant un élève, sorti de son contexte. Des murmures parcoururent la foule. Diane se leva. C'était une séance de soutien en province. Cet élève venait de perdre un parent. La photo a été délibérément recadrée pour créer un faux récit. Vincent projeta immédiatement l'image complète, montrant l'atelier entier, d'autres membres du personnel et des parents clairement visibles dans le cadre. Des applaudissements éclatèrent. Isaac leva la main depuis le public, sa voix tremblante mais déterminée. « J'ai un enregistrement. Damian a offert de l'argent à quiconque mentirait sur Madame Mercier. » Il appuya sur lecture sur son téléphone. La voix de Damien emplit l'auditorium. « Celui qui détruit sa réputation sera payé. » La salle explosa. Damien bondit. « C'est un faux. Je n'ai jamais. » Mais d'autres élèves étaient debout maintenant, leur voix se chevauchant. « Il m'a harcelé pendant des mois. Il m'a fait payer de l'argent de protection. Il a menacé ma famille. » La vague de témoignages était imparable. Patricia se tourna vers les membres du conseil. Il ne s'agit pas d'une seule professeure. Il s'agit d'un système corrompu depuis des années. Ces enfants ont été réduits au silence par la peur et l'argent. Gérard Duval rugit par-dessus le bruit. Les paroles d'enfants ne peuvent pas déterminer la politique. J'ai maintenu ce lycée en état de fonctionner. Un parent cria en retour. Non, vous avez maintenu le pouvoir de votre famille intact. Des acclamations et des applaudissements retentirent dans l'espace. Le président de l'audience lutta pour rétablir l'ordre, frappant son marteau à plusieurs reprises. Patricia insista. « Je demande une enquête indépendante de l'inspection académique départementale, parce que nos preuves n'impliquent pas seulement Damien. Elles révèlent des irrégularités financières dans les décisions du conseil. » La pièce éclata de nouveau. Diane se tenait tranquillement au milieu du chaos, regardant Léna serrer la main d'Isaac, tous deux avec des larmes d'espoir coulant sur leurs visages. Il ne s'agissait plus seulement d'elle. Il s'agissait de chaque enfant qui avait souffert en silence. Dans un coin, Damien s'affaissa sur sa chaise, les poings serrés. Lorsque ses yeux rencontrèrent ceux de Diane, il y avait quelque chose de différent maintenant. Pas seulement de la rage, quelque chose qui se fissurait sous la surface. Tandis que les flashs des appareils photo stroboscopièrent la pièce, il murmura à voix basse « Ce n'est pas fini ». Mais pour la première fois, cela ressemblait moins à une menace qu'à du désespoir. L'enquête départementale progressa rapidement. Des dossiers financiers furent réclamés. Des chaînes de courriels furent découvertes. Les conflits d'intérêts de Gérard Duval firent la une des journaux. Les parents s'organisèrent, exigeant des comptes.
Damian se retrouva isolé. Ses anciens suiveurs l'évitaient. Le pouvoir qu'il exerçait s'évapora du jour au lendemain. Un soir, Diane traversa le terrain de football vide. Le soleil couchant projetait de longues ombres sur les gradins. Damian se tenait là, seul. Ils se firent face en silence. « Vous avez tout détruit », dit finalement Damien, sa voix caverneuse. Diane s'approcha, son expression s'adoucissant. « Non, Damien. Vous avez bâti votre monde sur la peur. J'ai juste montré aux gens qu'ils n'avaient plus besoin d'avoir peur. Et maintenant, tout le monde me déteste. Maintenant, vous décidez qui vous voulez devenir. Vous pouvez être un leader, Damien. Mais le vrai leadership ne consiste pas à faire peur aux gens. Il s'agit de leur faire croire en quelque chose de meilleur. » Damien détourna le regard, la mâchoire contractée. Un instant, quelque chose de vulnérable traversa son visage. Puis il se retourna et s'enfonça dans l'obscurité grandissante. 2 semaines plus tard, le Conseil vota. 5 voix contre 2 en faveur d'une réforme globale. Diane fut réintégrée avec tous les honneurs et nommée pour diriger la nouvelle initiative pour la sécurité des élèves. Damien, après que son rôle fut devenu indéniable, eut le choix: l'exclusion ou la participation à un programme de justice réparatrice. Il choisit cette dernière option, commençant par des travaux d'intérêt général obligatoires et un témoignage public sur les dommages causés par le harcèlement. Lucas et Bruno firent face à des conséquences similaires: suspension, suivi psychologique et participation obligatoire à des programmes de lutte contre le harcèlement. La cérémonie finale eut lieu par un lumineux matin d'automne. L'auditorium était bondé. Au centre de la scène se tenait une vitrine en verre, drapée d'un tissu blanc. La voix du proviseur porta à travers la salle: « Aujourd'hui, nous ne tournons pas seulement une page. Aujourd'hui, le lycée Gabriel Fauré commence à écrire une nouvelle histoire. » Il fit un geste vers Diane. « Madame Mercier, s'il vous plaît. » Elle s'avança vers le podium sous des applaudissements retentissants. « Quand je suis arrivée ici, » commença-t-elle, « tout ce que je voulais, c'était enseigner. Puis mon blazer a été déchiré devant tout le monde. Cela semblait être la fin, mais cette déchirure est devenue autre chose, un rappel que la gentillesse n'est pas une faiblesse, que défendre ce qui est juste en vaut toujours la peine. » La foule buvait ses paroles. Nous avons appris que la vraie force ne se trouve pas dans l'intimidation. Elle se trouve dans la compassion, dans le fait de se défendre mutuellement, dans le refus de laisser la peur l'emporter. Les élèves se levèrent. Léna pleurait ouvertement. Isaac tenait son enregistreur en l'air, l'appareil qui avait aidé à révéler la vérité. Le tissu blanc fut retiré, révélant le blazer réparé exposé dans la vitrine, éclairé par le haut comme une pièce de musée. « Ce n'est pas seulement un vêtement, » dit Diane doucement, « c'est une preuve. La preuve que la justice peut germer même dans la terre la plus sombre. La preuve que le changement est possible lorsque les gens choisissent le courage plutôt que le silence. » L'ovation debout dura plusieurs minutes. Damien se tenait au fond de l'auditorium. Lorsque les applaudissements se turent enfin, il marcha lentement vers la scène. Ses mains tremblaient lorsqu'il prit le microphone. « J'avais tort, » dit-il, sa voix se brisant. « J'ai utilisé la peur pour contrôler les gens parce que je pensais que c'était ça, le pouvoir. Mais Madame Mercier m'a montré quelque chose de différent. La vraie force, c'est d'utiliser ce que l'on a pour protéger les autres, pas pour leur faire du mal. Je rejoins le programme de mentorat par les pairs. Je veux passer le reste de mon temps ici à réparer les choses. » Plus d'applaudissements. Cette fois, ils incluaient l'espoir de la rédemption. À la fin de la cérémonie, les élèves inondèrent la cour ensoleillée. Diane se tenait près de la vitrine, regardant son blazer réparé. Non plus un symbole d'humiliation, mais de transformation. Léna la serra fort dans ses bras. « Vous avez tout changé. » Diane sourit. « Nous l'avons changé ensemble. » De l'autre côté de la pelouse, Damien se tenait avec son mentor désigné du programme de justice réparatrice. Pour la première fois depuis des années, ses épaules n'étaient pas carrées d'arrogance. Elles étaient courbées sous le poids d'une véritable responsabilité.
Alors que le soleil montait plus haut, Diane savait que ce n'était que le début. Il y aurait d'autres défis, plus de résistance, plus de moments exigeants du courage. Mais le blazer dans cette vitrine resterait. Un rappel permanent que le refus d'une personne d'accepter l'injustice pouvait inspirer toute une communauté à exiger mieux. Et dans les salles de classe du lycée Gabriel Fauré, les élèves qui avaient autrefois marché dans la peur marchaient maintenant la tête haute, sachant que quelqu'un s'était battu pour eux quand cela comptait le plus. Le blazer déchiré était devenu plus qu'un simple tissu. Il était devenu le symbole du jour où tout avait changé.